Bonjour à tous, bienvenue. On fait entrer les personnes dans la salle. Bienvenue à tous, bienvenue Mathieu, bienvenue Rémi, bienvenue Yasmina. Alors, on va commencer le débat. Je suis Jean-François Hérault, donc je suis le fondateur de Gomet. On a voulu revenir sur l'événement qui a été organisé début septembre par l'IUCN, le Congrès mondial de la nature, parce que c'est pour nous un événement majeur et on souhaite bien sûr revenir et suivre à la trace l'impact que cet événement a pu avoir sur le territoire et plus largement au niveau national, voire international. Donc, on a organisé ce débat qui est aussi concomitant à la sortie d'un supplément de notre zone abonnée qui s'appelle Gomet Biodiversité et qui a été supervisé par Julie Rampal de la rédaction. Je lui demande de le présenter rapidement avant de passer au débat. Julie, oui. Je vous le montre Bonjour en écran. Oui. Alors, nous sommes très heureux de vous présenter ce supplément qui a nécessité beaucoup de travail de toute la rédaction qui était impliquée en entier. Donc, ce supplément, nous avons choisi de le découper en 3 parties. Donc, une première partie consacrée aux défis soulevés pendant le congrès de l'UICN, notamment pour la protection des espèces placées sur liste rouge, la création d'aires marines protégées. Voilà, donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, du coup, après les défis, se concentre sur les projets pour répondre à ces défis. Les projets aussi bien au niveau national, donc, qui ont été notamment détaillés par Emmanuel Macron et les différents ministres lors de leur venue à Marseille, et également les projets au niveau local, donc détaillés par les acteurs locaux. Christine Just et Didier Réau nous en parleront sûrement. Voilà, donc ça c'est pour la deuxième partie. Et la troisième partie que nous avons choisi de consacrer aux personnalités de l'UICN, celles qui ont fait l'événement. Donc, parmi ces personnalités, des personnalités internationales, donc Razan Al-Moubarak, nous avons aussi Maud Lelièvre, donc présidente du comité français de l'UICN, et des personnalités locales également qui représentent aussi bien le monde politique que le monde de l'entreprise et le monde associatif marseillais. Et voilà, certaines personnalités qui sont présentes aujourd'hui pour ce débat, Monsieur Réau, Christine Just, voilà. Claire Martin également, et qui se présenteront par la suite. Voilà, donc ça c'est pour notre supplément. Nous espérons que vous avez apprécié la lecture. Et maintenant, on va approfondir un petit peu le débat pour voir ce qui se passe après ce congrès, justement. Merci Julie, et c'est l'occasion pour nous de remercier tous les partenaires qui ont soutenu ce magazine, en particulier Suez qui a été le premier à partager notre initiative et qui a été aussi un soutien pendant le congrès puisqu'on a beaucoup mobilisé toute la rédaction. Toute la rédaction durant l'événement était présente sur place et voilà, on sera toujours présent pour accompagner ce type d'événement parce que pour nous, ce sont des marqueurs forts du territoire qui peuvent encourager la transition de Marseille et de sa métropole. Alors, autour de la table, on a effectivement des acteurs majeurs de cet événement. Julie, je te laisse les présenter et puis on commence après tout de suite les présentations. Oui, donc je disais déjà, nous avons le plaisir de recevoir Maud Lelièvre, présidente du comité français de l'UICN, qui était aux manettes de l'événement à Marseille. Vous nous détaillerez un petit peu tout ça. Ensuite, nous avons donc Christine Just, adjointe à l'environnement à la ville de Marseille. Alors, plus précisément, l'environnement, la lutte contre les pollutions, l'eau, l'assainissement. Voilà, vous avez une longue délégation. Monsieur Réau, qui est ici en tant que président du parc des Calanques, mais également en tant que vice-président à la métropole, délégué à la mer, au littoral, au cycle de l'eau et à la GEMAPI, et également en tant que conseiller départemental, vice-président aux solutions fondées sur la nature. Voilà. Et puis pour l'aspect entreprise, nous avons Caroline Orgebin, donc responsable développement durable chez Suez France, et Claire Martin, vice-présidente développement durable du groupe CMA-CGM. Et ensuite, voilà, donc peut-être pour préciser également, nous aurons ensuite les interventions d'autres acteurs invités du débat. Maxime Ducoulombier de Synchronicity, qui tenait le stand notamment Waste Weekend sur le Congrès mondial de la nature,
Et ensuite, nous donnerons également la parole à Jean-Jacques Bravé, directeur financier de la Tour du Valat, et Christelle Capitaine, directrice de l'antenne sud d'Entrepreneurs pour la planète. Voilà. Merci Julie. Voilà, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Maude Lelièvre, présidente du comité français de l'IUCN. Quel bilan vous tirez du congrès de la nature qui s'est déroulé à Marseille début septembre? Merci, merci à Gomet d'organiser cette conférence et de cette invitation. Ça me fait plaisir, même virtuellement, de revenir à Marseille. Si je devais résumer en un mot, je dirais territoire exceptionnel, congrès exceptionnel. On est vraiment très, très heureux au comité français d'avoir, puisque c'est à l'époque le directeur Sébastien Moncor et l'équipe qui avait proposé il y a plus de 4 ans que le congrès se fasse à Marseille. On est vraiment très, très heureux d'avoir fait ce congrès à Marseille, à la fois parce qu'on a eu un site exceptionnel, mais ça, on le savait, on l'avait mis dans le dossier de candidature. Un congrès de l'UICN, ce n'est pas quelque chose qu'on fait dans un palais des congrès au fin fond d'une banlieue triste. C'est quelque chose qui est vraiment en lien avec le territoire. Et un merci à nouveau à Didier Réau, parce que je pense que si on a pu aussi intéresser et convaincre le jury qui a choisi la France et qui a choisi Marseille de venir à Marseille, c'est parce qu'on a pu, dès 2017, montrer l'exception du parc des Calanques, du parc marin, des travaux qui étaient initiés. Puis un grand merci aussi à la ville de Marseille, en particulier à Christine Just, parce que effectivement, avec les reports et le Covid, ça a été compliqué. Alors, si on devait résumer en quelques chiffres, d'abord, c'est le congrès qui a eu le plus de nombre de participants des derniers congrès. Hawaï précédemment, Jeju en Corée. On a eu 5700 participants sur place, de véritables congressistes, hein, les meilleurs experts au monde en matière de biodiversité et en matière de représentation. Les États étaient tous présents. 4700 participants en ligne. Il a fallu s'adapter parce que des pays en zone rouge n'ont pas pu venir. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu ce frein avec les vaccins européens, on aurait eu sans doute plus de 15 000 participants. Donc, c'est vraiment, et malgré tout, malgré les contraintes, c'est quand même le congrès le plus important et qui a rassemblé le plus grand nombre d'experts d'agences d'État, de communautés autochtones. Je pense que c'est vraiment le résultat d'un travail positif. Exceptionnel aussi par les événements qui ont eu lieu, les 4 sommets internationaux, celui sur les entreprises qui était vraiment un choix de la France, car aujourd'hui, on ne peut pas imaginer la transition et la transition dans sa durée sans impliquer et travailler avec le monde des entreprises. C'est vraiment l'objectif aussi qu'on a, nous, au comité français. Alors, évidemment, avec des contraintes. Enfin, pour nous, on ne peut pas travailler avec tout le monde n'importe comment et sur n'importe quoi, mais je suis ravie de partager la table ronde aujourd'hui avec des gens avec que nous apprécions. Et également un sommet des autorités locales, ça a été vraiment un poids et ça a été décisif aussi sur les décisions qui ont été prises durant le congrès, puisque depuis le congrès de Marseille, nous avons la possibilité d'avoir des collectivités locales qui sont membres. Et si on a choisi de porter ça depuis 15 ans au niveau français, c'est parce que nous avions un excellent travail qui était mené avec la région Île-de-France et avec les autorités locales de la ville de Marseille à travers leurs agences. Un sommet des peuples autochtones. Je ne reviendrai pas sur le sujet. Parmi les motions qui ont été adoptées, on a par exemple en bilan celle qui s'engage à préserver 80% de l'Amazonie horizon 2030. On est tous conscients de l'enjeu planétaire. Et puis également un sommet de la jeunesse, puisque la jeunesse est au cœur des travaux et au cœur des travaux qu'on mène au comité français, qu'on porte au niveau mondial. Et on a vraiment cette volonté de se dire que ce n'est pas simplement pour transmettre, se dire qu'on préserve la planète pour les générations futures, c'est qu'on est convaincu qu'il y a une véritable richesse et expertise dans les jeunes générations avec lesquelles on travaille. Et nous, nous associons au niveau du comité français toute cette expertise. Et d'ailleurs, l'équipe du comité français est assez jeune. Ça montre bien le dynamisme et l'attractivité vers ces sujets. Congrès satisfaisant aussi, puisque toutes les motions qui avaient été portées par la France, en partie d'ailleurs soutenues par des acteurs de la région de Marseille, toutes ont été adoptées, soit en ligne précédemment, soit au moment du congrès. Et il y a évidemment la motion collectivité locale dont j'ai parlé, mais d'autres motions importantes pour la région sur le renforcement des mammifères marins par la coopération régionale, par exemple, sur la préservation des vieilles forêts d'Europe. On est un peu plus loin que Marseille, mais je pense que c'est un sujet français. La planification des espaces maritimes avec les annonces aussi conjuguées du président de la République et la conservation de la biodiversité. Voilà, un certain nombre d'annonces. On a près de 30 annonces qui portent sur la mer et l'océan, 30 décisions internationales, et ça va me permettre de faire rapidement le lien avec les perspectives, parce qu'un congrès de l'UICN, c'est évidemment la réunion des meilleurs experts mondiaux.
Ce sont des motions, des recommandations politiques, et ce sont des recommandations politiques qui ont à vocation d'effet. Moi, je rentre de la COP de Glasgow, j'ai partagé ce voyage, en tout cas à quelques jours d'écart avec Christine Just. On dit souvent les COP ne servent à rien. C'est facile de dire en fait les grandes réunions internationales ne servent à rien. Moi, je ne pense pas. Je crois qu'on fait aussi avancer les sujets dans l'opinion publique, on fait avancer les sujets auprès des décideurs et on fait avancer les sujets dans le fait. Et un congrès de l'UICN, ce sont des motions qui s'appliquent et qui s'appliquent de façon concrète. On en a beaucoup parlé en préparation du congrès, avec y compris les interlocuteurs de votre région, donc je ne reviendrai pas dans les détails. Ce qui est important de retenir, c'est qu'on a adopté un manifeste de Marseille. Ce manifeste de Marseille, c'est une sorte de déclaration finale, un peu comme une déclaration de COP, qui est focalisée sur 3 thèmes principaux. Le cadre post-20 pour la conservation de la biodiversité, avec une ambition d'influencer la COP 15 sur la biodiversité, mais également la COP 26. L'importance de la protection de la nature dans la reprise mondiale post-pandémie, c'est vraiment un sujet sur lequel on a travaillé pendant 3 ans. Et l'idée, c'est arrêtons d'investir dans des projets néfastes à la nature, arrêtons de distribuer des financements qui aggravent la situation mondiale. Et enfin, un 3e point, la lutte contre le réchauffement climatique pour réduire fortement les émissions des énergies fossiles et développer des solutions fondées sur la nature. Et ça me permet de faire le lien, et après je vous rends la parole, c'est qu'effectivement, nous avons choisi au sein de l'UICN Monde de lier depuis longtemps ces 2 questions, cette double crise, crise du climat et crise de la biodiversité, parce que, sans rentrer dans les détails, il est évident que tous les indicateurs montrent que lorsqu'on a un réchauffement climatique, on a plus de sécheresse, on a une destruction des forêts, etc. Je ne vais pas revenir sur le cycle, mais les 2 crises sont liées. Et pendant très longtemps, les sujets étaient différenciés d'un point de vue de politique publique, d'un point de vue de COP internationale. Donc la demande du Congrès de l'UICN, c'est il faut absolument lier les crises et parce qu'il y a une partie de cause commune et parce qu'il faut trouver des solutions communes. Il faut arrêter de replanter des arbres n'importe comment, n'importe où, au détriment des populations et de la biodiversité. 2, on a une urgence, une double urgence et une crise aggravant l'autre. On a vraiment la nécessité de réintégrer dans les discussions sur le climat la nature. Et je pense, malgré la tonalité assez négative de conclusion de la COP de Glasgow, que ça fait partie des éléments positifs. Nous parlons de l'autre COP, la place de la nature à Glasgow. De façon très rapide, on a constaté par rapport un certain nombre de COP d'évolution, que pour la première fois, le sujet nature était présent sur les pavillons des États. Le sujet nature était évidemment présent sur les pavillons des ONG, mais c'était le cas depuis longtemps. Les indicateurs étaient la liste rouge des espèces menacées de l'UICN. C'est-à-dire que dans les débats, dans les faits, dans les prises de parole officielles à la tribune, je pense que Christine en parlera mieux que moi, mais également dans les prises de parole des autorités locales, des collectivités locales qui étaient présentes, on avait cette idée double crise et présence de la nature dans les sujets de la COP. Alors, on a pour finir, un petit sujet de tristesse, c'est qu'on n'a pas réussi à obtenir en tant qu'observateur, en tant que partie, l'intégration des solutions fondées sur la nature dans la déclaration finale du pacte de Glasgow, mais c'est quand même déjà une grande étape d'avoir pu lier les crises, et c'était vraiment aussi dans les objectifs politiques pour l'UICN, les objectifs de Marseille. Le directeur général de l'UICN, Bruno Oberlé, était présent à la COP à Glasgow pour affirmer à la fois les conclusions de ce que nous avons fait à Marseille pendant 10 jours, et les 4 années avant, et le manifeste de Marseille. Et nous porterons de la même façon et dans l'autre sens les questions du climat au sein de la COP de la CBD, car si on ne lit pas les crises, on ne trouvera pas de solution durable. Voilà. Merci beaucoup. Juste un mot peut-être sur la suite, Maud Lelièvre. Justement, vous préparez la COP 15. C'est quoi votre agenda là, sur les prochains mois ? Alors, l'agenda de l'UICN sur les prochains mois, on a un agenda international important, et je pense que c'est bien qu'on ait cet agenda pour accélérer les prises de décision. En concernant la COP, il y a une petite partie qui a eu lieu en ligne en octobre, avec une réunion préparatoire sur laquelle on travaille qui a lieu en janvier en Suisse, qui sera en physique. Et puis, si tout va bien, et on l'espère vraiment, la COP, la CBD, fin avril, début mai, à Kunming en Chine. Il y a un deuxième agenda international qui nous semble important de préciser, qui est, et on y est partie prenante avec nos experts océans, et parce que l'océan a fait partie de 30 motions sur les 137 déclarations politiques et recommandations adoptées par l'UICN, c'est qu'il y a le One Planet Summit consacré à l'océan, qui s'appelle le One Ocean Summit,
qui aura lieu le 11 et 12 février, qui est organisé par l'ambassadeur Olivier Poivre d'Arvor et l'État français, mais qui, comme tous les One Planet, attrait un certain nombre d'États étrangers, obtient des discussions. Et pour nous, c'est un sujet interconnecté. Évidemment, la question des océans est interconnectée avec la question du climat et de la biodiversité. Donc, on en attend beaucoup et on est partie prenante et force de proposition. Donc, ça fait un double agenda dans une année qui va être, je pense, un peu chargée. Voilà. Bien sûr, merci. Et qui aura lieu à Brest, hein, de ce que... Brest, 11 et 12 février à Brest, avec effectivement un segment de haut niveau. On ne peut pas tout avoir à Marseille, hein, mais il faudra quand même... Mais on espère que les Marseillais, en tout cas, ce n'est pas nous qui sommes à l'invitation, c'est évidemment l'État français et l'ambassadeur, mais en tout cas, je pense que tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a travaillé avec les Marseillais, notamment sur l'océan, sera forcément présent dans les débats. Très bien. Julie? Merci Maud Lelièvre pour cette intervention. Je donne maintenant la parole à Christine Juste, du coup, pour détailler un petit peu ce qui a été fait par la ville de Marseille pendant le congrès. La ville de Marseille qui tenait un stand sur les espaces Génération Nature, notamment. Donc voilà, si vous pouvez revenir rapidement sur ce qui a été fait pendant le congrès et ensuite développer ce qui a été fait depuis. Alors, d'abord, effectivement, je tiens à remercier Maud, avec qui on a très, très bien travaillé. Nous avions donc la charge d'organiser ou de co-organiser avec à la fois le ministère, évidemment, l'UICN International et l'UICN France, cet énorme événement. Et c'est sûr que pour nous, ça a été une très, très grande réussite. Je tiens à signaler, Maud ne l'a pas dit, mais c'était la première fois que la société civile participait à ce congrès au travers justement de ces espaces Génération Nature. Et bien évidemment, nous sommes très fiers du manifeste Marseille, où pour la première fois, les collectivités locales comme les villes, par exemple, peuvent adhérer à l'UICN. Et donc, le maire, ça ne vous a pas échappé, a fait part de sa volonté d'y adhérer. Alors, en chapeau, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce congrès? D'abord, je pense que pour la ville de Marseille, il y a eu deux choses incroyables qui se sont passées. C'est qu'on a changé vraiment l'image de la ville. Tous les participants qui venaient s'attendaient à voir, je crois, autre chose, un peu la caricature. Voilà. Et là, franchement, ça a été vraiment un atout pour nous. Et j'aime à dire qu'on a gagné les élections en 2020, mais en septembre 2021, ce que nous avons gagné, c'est la crédibilité sur le fait que c'était dorénavant une ville verte et que notre majorité s'entendait à tenir cette promesse d'une ville plus verte. Et à travers ce congrès, c'est un magnifique accélérateur d'opportunités et de dynamique qui nous a été donné. Alors, quels sont les grands enseignements qu'on peut retenir de ce congrès et qu'on peut décliner sur notre territoire? Alors, je vais les décliner en 4 points. D'abord, la nécessité de lutter contre toutes les formes de pollution pour préserver la biodiversité terrestre et marine, notamment en visant le zéro déchet et surtout le zéro plastique. Ça a été un des thèmes forts de ce congrès. Et c'est un petit peu un des objectifs que nous nous sommes fixés et sur lequel je travaille ardemment. Et par exemple aussi la lutte contre d'autres formes de pollution, comme la pollution lumineuse, la trame noire. Je vous en parlerai plus tard parce que la biodiversité a besoin de trame noire pour vivre. Deuxième enseignement, la nécessité de préserver tous les grands poumons de notre planète, océans, forêts, espaces naturels. À Marseille, nous avons la chance d'être entourés par les espaces naturels Massif de l'Étoile, Parc national des Calanques, et nous avons donc une feuille de route pour les préserver. L'un de la surfréquentation, je parle évidemment des Calanques, et l'autre, nous allons présenter bientôt au conseil municipal un grand programme pour le Massif de l'Étoile. Troisième enseignement, la biodiversité, elle n'est pas exceptionnelle, elle est partout dans la ville, elle est ordinaire et c'est pour ça qu'il faut absolument lier, Maud l'a dit, crise du climat et crise de la biodiversité. Elles sont intimement liées et c'est aussi primordial de renaturer que de désimperméabiliser nos villes face aux risques naturels des inondations, mais également de l'aggravement du changement climatique. Et c'est pour cela également que la ville, en tant que candidatée à l'appel au projet européen de 100 villes climatiquement neutres, au travers de cet appel à projet, on pourra d'ailleurs porter notre stratégie biodiversité. Quatrième enseignement, l'obligation de travailler tous ensemble pour répondre à ces enjeux en créant des partenariats, en nouant des relations de coopération pour bénéficier de retours d'expérience, de co-construction en concertant citoyens, associations et acteurs économiques, évidemment collectivités.
Alors, quelle est la politique de la ville justement sur la biodiversité dans la continuité de l'UICN? D'abord, il faut savoir que l'UICN France collaborait depuis de nombreuses années à la ville de Marseille, donc nous entendons poursuivre cette collaboration avec MODE, bien évidemment, et nous avons présenté en conseil municipal notre stratégie biodiversité en 3 axes. Le premier, c'est préserver, renforcer et rétablir les continuités écologiques et leurs fonctionnalités à travers, évidemment, ce que tout le monde connaît, la trame verte, bleue, brune et noire. Alors la trame verte, on voit très bien ce que c'est, hein, nos espaces naturels, mais également nous entendons y ajouter les espaces, les terres agricoles, puisque l'on sait que dès que l'on crée ou que l'on recrée des terres agricoles, la biodiversité arrive à très vive allure. Autant le climat, c'est compliqué de faire machine arrière, autant la biodiversité, c'est ce qui est fantastique, c'est que la nature reprend très très vite ses droits. Alors la trame bleue, on a la chance d'avoir 2 fleuves, hein. On a également le canal de Marseille et de nombreux ruisseaux, alors certes intermittents, mais qui permettent de faire coïncider notre trame verte et notre trame bleue. Et la trame noire, dont je vous ai parlé, évidemment la pollution lumineuse. La trame brune, alors qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, on s'est aperçu qu'il faut préserver nos sols pour que justement la trame verte, elle puisse avoir du sens. Et donc, ça veut dire préservation de nos sols, désimperméabilisation. Alors, nous allons sanctuariser les espaces naturels, je vous l'ai dit, et la ville est riche de 300 friches d'espaces naturels. Dans cette feuille de route, il y a ce qu'on va donner à voir sur le long terme en préservant la trame verte au travers de la modification du PLUI. Ça, c'est le temps long. Il y a le retour de la nature en ville. Ça, c'est le temps court. Et on peut donner à voir dans un mandat aux Marseillais et aux Marseillaises qu'est-ce que c'est que la nature et les faire renouer avec la nature en ville, avec ces 300 friches dont je vous ai parlé, peut-être des terres agricoles, peut-être des mini-forêts, peut-être des délaissés de nature auxquels on ne touchera pas, et peut-être des terres pour permettre aux Marseillais et Marseillaises de renouer avec la nature, de faire de l'éducation à l'environnement. Il y a également la renaturation des milieux aquatiques et la création de zones humides. Ça, c'est une compétence métropolitaine, mais nous travaillons avec Didier Réau, justement, dans le cadre de la GEMAPI sur les risques d'inondation, mais pas que, hein, c'est également des enjeux écologiques, renaturer les berges, recréer des zones humides, puisque la captation de CO2 de ces zones humides est assez incroyable. Donc, ce n'est pas uniquement gérer le risque d'inondation à travers ces programmes. Par exemple, je citerai au bord de l'Uvonne, la zone Equel. Nous travaillons actuellement évidemment à recréer le lit de l'Uvonne, renaturer les berges. Il va y avoir une augmentation des jardins partagés qui se situent sur cette zone et peut-être même une voie verte. Donc, vous voyez, grâce à la biodiversité, on va pouvoir mêler plusieurs enjeux, réchauffement climatique, inondation, mobilité douce et sensibilisation à l'environnement et agriculture urbaine. Donc, c'est tout ceci. Alors là, j'en profite pour saluer la Tour du Valat, puisqu'on va la voir avec nous ici, sur l'importance des zones humides dans le réchauffement climatique. Donc, vous l'avez compris, en milieu urbain, le foncier est rare, donc il faudra désimperméabiliser, végétaliser, tout en préservant les sols. Donc, ce n'est pas uniquement planter des arbres, c'est également désimperméabiliser notre ville. Les 2 autres axes de notre stratégie, c'est développer la culture de la nature en ville au travers des écoles principalement, puisque nous avons déjà désimperméabilisé 2 cours d'école actuellement et nous entendons en mettre 10 dans le programme à venir. C'est également créer systématiquement des jardins pédagogiques. Un nouveau relais nature sera créé dans le futur parc de Bougainville en 2023. Hier, j'assistais à une réunion sur la Busserine sur le projet La Plaine des Sports, un magnifique projet qui lie association, éducation, sport, mais également des projets de jardins partagés, de biodiversité, de ruches, de production de miel local. Vous voyez, donc on met tout avec la rénovation urbaine, on peut faire beaucoup de choses. Et dernier axe, c'est améliorer les connaissances en matière de biodiversité. Donc, c'est le partenariat avec AMU, le LPED, l'Institut méditerranéen, et puis d'autres organismes comme l'Office français de la biodiversité, l'Agence régionale de la biodiversité, l'Agence de l'eau, la région avec la nature for City Life, etc. Alors, les outils concrets, je conclurai avec ça, c'est le PLUI, je vous en ai parlé, parce que ça va nous permettre de protéger certains fonciers,
les jardins partagés, les terres agricoles, les espaces naturels. C'est également le financement et la gestion opérationnelle avec le partenariat dont je viens de vous parler. Et en conclusion, je dirais que nous sommes en train de réfléchir à faire un bilan annuel suite à ce congrès UICN, en rencontrant tous les partenaires et tous les acteurs de ce congrès, faire des rendez-vous annuels. Où en sommes-nous des engagements que nous avons mis sur la table, notamment à travers du stand de la ville de Marseille, en matière de biodiversité. Merci Christine Just, on sera au rendez-vous pour ces évaluations régulières. Merci. Je vais donner la parole maintenant à Didier Réau, président du Parc des Calanques, élu à la métropole, au département, très engagé sur toutes ces questions. Didier, peut-être une première question. D'abord, vous, quel est votre ressenti sur ce congrès? On vous a vu un peu partout. Vous étiez en cérémonie d'ouverture, de clôture. Je pense que les rencontres ont été riches. Racontez-nous un peu votre vécu de cet événement. D'abord, avant de passer à la suite. Bonjour à tous. D'abord, on nous avait promis une richesse des échanges et une richesse des solutions. Et j'avoue qu'on a eu un beau foisonnement lors de ce congrès mondial de la nature. Et le comité français de l'UICN a beaucoup œuvré pour que ce soit ainsi. La logique de Marseille, ça a été de dire on a des atouts exceptionnels pour candidater, bien entendu. On a des atouts exceptionnels qu'il faut que nous arrivions à mettre en valeur et à montrer que finalement ce territoire marseillais, il est riche de par le territoire des Bouches-du-Rhône et de la métropole. Il y a le parc national des Calanques, bien entendu, mondialement connu, mais il y a le parc marin de la Côte Bleue, l'étang de Berre, les grands sites Sainte-Victoire, les Alpilles, la Sainte-Baume, tout ça constitue une réserve d'espace naturel, une réserve de biodiversité extrêmement importante. Et la logique du département a été d'organiser des visites des congressistes et du grand public sur ces sites de façon à les découvrir. C'est le cas aussi pour la Camargue, qui ne manque pas d'intérêt, bien entendu, et donc d'avoir une approche très concrète de ces territoires et de la richesse qu'ils présentent. Donc ça, c'est une vraie satisfaction parce qu'on a pu montrer d'abord un territoire riche et puis, deuxièmement, de montrer aussi les solutions que nous mettons en œuvre pour pouvoir le préserver et développer la biodiversité. Et donc les outils qui ont pu être cités, notamment sur les parcs naturels régionaux, le parc national, bien entendu, le grand site, sont des outils qui sont connus, mais qui doivent être mieux appréhendés par la population. Ça a aussi été le moyen de faire comprendre que les collectivités locales et territoriales avaient un rôle majeur à jouer dans la biodiversité mondiale. Et soutenir la proposition du comité français de l'UICN d'intégrer les gouvernances locales dans la gouvernance mondiale de l'UICN, c'était un combat de longue date que j'ai appuyé depuis quelques années, et que ça soit reconnu à Marseille, c'est d'autant plus valorisant. Juste, je reviens à ma petite question sur le ressenti au niveau de l'événement. Est-ce que pour vous, ça a été un événement majeur? Est-ce qu'il y a eu des rencontres vraiment inspirantes? Est-ce que vous sortez de cet événement avec des nouvelles idées? Est-ce que ça aura un impact dans votre façon d'aborder les questions, à la fois pour le parc, mais aussi pour la métropole et le département sur ces questions de biodiversité? Est-ce que vous avez appris des choses finalement? On apprend toujours à échanger. De toute façon, le moindre échange est source d'apprentissage. Et je pense que les expériences qui ont pu être présentées sur les différents on va dire, lieux du congrès, que ce soit en débat, que ce soit j'allais dire en atelier, que ce soit sur des présentations très officielles, que ce soit dans des échanges informels ou même sur les espaces Génération Nature, on a cette information qui remonte, cet échange, ces arguments qui peuvent vous faire changer d'avis, qui peuvent aussi influer votre action. Et je pense que notamment les échanges qu'on a pu avoir avec les jeunes dans la COP Jeunesse, sur la façon qu'ils avaient d'appréhender finalement la nature et la biodiversité et de proposer des solutions. Nous qui sommes plus âgés, nous avons tout intérêt à écouter ces jeunes de 15-18 ans qui, eux, vont faire l'avenir et qui finalement vont avoir
mettre en œuvre un certain nombre de solutions qui ont été exprimées sur ce congrès de Marseille, qui s'exprime aussi dans le manifeste de Marseille, comme l'a rappelé Christine Just. Et donc, je pense que oui, il faut écouter la jeunesse. Et s'il y a vraiment une richesse dans ce congrès, ça a été la fréquentation de la jeunesse et l'appropriation par la jeunesse de ces thèmes. Des échanges avec d'autres parcs internationaux, des parcs naturels ou pas spécialement au cours de l'événement? Illimité par la fréquentation, j'allais dire physique, hein, et c'est bien dommage parce qu'on attendait effectivement un certain nombre de confrères ou de collègues présents sur le site. On a bien sûr, avec les collègues ultramarins, pu échanger de façon plus formelle et ça, c'est toujours très agréable. Mais c'est vrai que la crise sanitaire a été quand même dommageable de ce point de vue-là pour avoir des échanges qui soient fructueux parce que physiques sur des bonnes pratiques qui sont mises en œuvre dans d'autres endroits. Ça marche par la vidéo, ça marche par les visioconférences, mais c'est quand même plus sympa quand on est en relationnel. Et de façon générale, je pense que ce congrès, comme d'autres congrès de nature internationale, ont cette capacité de faire se rencontrer des gens qui ne se rencontreraient jamais, de se faire confronter des idées qui ne se confronteraient jamais, et sans doute de pouvoir les faire s'enrichir. Alors, si on n'aboutit pas à des solutions miraculeuses à chaque convention, à chaque congrès, à chaque COP, etc., j'allais dire, ça n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que chacun soit reparti avec un nouvel élément, une nouvelle idée, une nouvelle version de ce qu'il peut faire sur son territoire et de l'appliquer le plus rapidement possible. Donc, dans ce cadre-là, moi, je considère que le congrès UICN à Marseille a été un vrai congrès riche et intéressant pour nous. Merci pour ce témoignage. Julie, merci. Oui. Alors, on va maintenant se tourner du côté des entreprises. Je donne la parole à Caroline Orgebin, donc de Suez France. Suez qui était présent sur le congrès pendant toute la durée de l'événement. Donc, je vous laisse revenir sur ce qu'a fait Suez pendant ce congrès. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, le congrès a représenté aussi pour nous, je dirais, finalement, le point d'orgue, puisque je n'ai pas envie de parler d'aboutissement, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais le point d'orgue d'une démarche qu'on a engagée il y a plusieurs années de ça, puisqu'on avait intégré dès 2008 la question de la biodiversité dans la stratégie d'entreprise, étant donné qu'effectivement, de par la nature de nos métiers qui sont l'eau, l'assainissement, les déchets, nous avons des activités qui sont intrinsèquement liées à la préservation de ce qu'on appelle chez nous le capital naturel, donc l'eau, l'air, la terre et la biodiversité, bien entendu. Et d'ailleurs, cet engagement, il a été érigé au cœur de notre raison d'être qui a été adoptée en 2020, avec un engagement à préserver ce capital naturel, que ce soit sur terre comme en mer. Cet engagement, il s'est également concrétisé à travers finalement la manière dont nous avons rendu compte lors de ce congrès de nos engagements au titre notamment de l'initiative portée par l'OFB, Entreprises engagées pour la nature, Act for Nature France. Donc, nous avons adopté en juin 2020, dans le cadre de cette initiative, 13 engagements datés, chiffrés, quantifiés à l'horizon 2025, sur lesquels nous allons rendre compte d'ici un an de leur état d'avancement et qui sont notamment liés à la portée opérationnelle de nos activités. Donc, l'idée, c'est bien effectivement d'avoir une approche intégrée des enjeux de la biodiversité au sein même de nos activités et de nos métiers. Pour vous donner quelques exemples concrets, vous retrouverez ces engagements dans le tiré à part de Gomet. Mais pour vous donner quelques illustrations concrètes, par exemple, c'est mettre en place sur nos sites un enjeu prioritaire en matière de biodiversité, 100% de sites qui soient couverts par un plan d'action dédié. Aujourd'hui, nous sommes à 81% avec un horizon 2025, donc à 100%, ce qui représente par exemple pour Eau-France 450 hectares sous gestion sur un total de 2073 hectares. Nous sommes également engagés à développer des solutions favorables à la biodiversité, notamment par exemple des solutions en faveur de la renaturation du littoral, par exemple les bionurses qui sont aujourd'hui développés sur la Pointe Rouge à Marseille, ou bien les dispositifs d'écoute sous-marine qui permettent d'écouter en temps réel la qualité écologique du milieu marin et d'en déduire les actions qui sont nécessaires, comme par exemple avec la bouée qui a été mise en place dans la calanque de Cortiou.
Mais les solutions favorables à la biodiversité, c'est aussi sur terre, avec notamment la mise en place de ce qu'on appelle chez nous les zones libellules, donc qui sont des zones humides qui permettent de favoriser le retour de la biodiversité tout en bénéficiant des capacités épuratoires naturelles des plantes qui sont mises en place et qui permettent de compléter le traitement tertiaire des eaux usées qui sont drainées sur ces zones. Aujourd'hui, en France, il y avait une zone qui était très, très ancienne, qui a été mise en place à Saint-Just dans l'Hérault, puisque c'était en 2009, et qui aujourd'hui, devant la performance environnementale qui a été atteinte grâce à la mise en place de cette solution, s'est exportée aujourd'hui dans la zone industrielle de Shanghai. Donc, vous imaginez avec quels impacts en termes de traitement, et qui réussit tout à fait à mettre en place un traitement épuratoire efficace sur des zones avec pour autant des enjeux en matière épuratoire qui sont extrêmement élevés. Mais cette approche, finalement, on va dire un peu technique, technologique, pour nous, elle va aussi de pair avec une démarche partenariale, puisque c'est aussi quelque chose qu'on a voulu valoriser lors de ce congrès, en mettant en valeur toute la dynamique de mobilisation de l'ensemble de nos parties prenantes que nous avons, qu'elles soient associatives, institutions publiques, collectivités locales, et à travers notamment la mise en exergue d'un certain nombre de solutions que nous soutenons auprès de nos partenaires associatifs, notamment les lauréats d'un appel à projet qu'on avait lancé en 2020, juste avant le Covid, qui s'appelle Agir pour le capital naturel, avec des solutions très concrètes, dont certaines sont d'ailleurs déployées soit sur le littoral marseillais, soit même dans la région PACA. Par exemple, l'association Planète Mer, qui développe une application mobile de sciences participatives citoyennes qui permettra à tout à chacun d'agir en faveur de la restauration et de la préservation du littoral, ou bien l'association G-Addiction, qui est basée à Nice et qui a mis en place un escape game géant sur le thème de la biodiversité, qui a permis d'ores et déjà, en pleine période Covid, et c'est déjà un exploit, d'avoir permis de sensibiliser plus de 3000 personnes dans différents départements, dont les Alpes-Maritimes, et notamment ce sont 20 collèges et 3 lycées qui ont été sensibilisés à ces enjeux de biodiversité. Donc voici à peu près, si je dois synthétiser, la manière dont nous avons contribué à ce congrès. Bien évidemment, comme vous le disiez, l'action ne s'arrête pas là aujourd'hui. Il faut continuer encore et toujours. Avec, je pense, je reprendrai ce qu'ont dit Maud Lelièvre et Christine Just. Je pense quand même, on va dire, 3 constats importants qui ont été faits à l'issue de ce congrès. Tout d'abord, le fait que cela nous a conforté dans l'idée que nous avions que les sujets climat et biodiversité étaient intrinsèquement liés et qu'il nous fallait aussi, en tant qu'opérateurs, les traiter de manière commune et convergente. Et donc, de ce point de vue-là, les solutions comme les zones libellules que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi les solutions pour permettre de lutter contre les îlots de chaleur en ville, de par la désimperméabilisation ou la restauration de la biodiversité terrestre, sont effectivement des solutions qui permettent de contribuer concrètement à la lutte contre le changement climatique et à la résilience des territoires sur lesquels nous sommes présents. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, et c'est peut-être une conviction qui m'est plus personnelle, mais je dirais la nécessité aussi d'avoir une approche de cette transition écologique dont nous avons bien vu l'importance et l'urgence avec une transition solidaire. On voit bien que aussi l'impact de cette perte de biodiversité sur les activités humaines et sur la population est majeur. Nous évoquions juste avant la mise en place de ce débat l'impact sur le genre en matière de changement climatique, mais c'est tout aussi vrai en matière de perte de la biodiversité. Et aujourd'hui, on voit même, sans aller parfois dans des pays en développement où ces impacts sont effectivement extrêmement prégnants, mais même sous nos latitudes, on voit bien, la crise des Gilets jaunes nous l'a rappelé aussi, combien ces enjeux de lutte contre les inégalités sont également au cœur des démarches de transition écologique que nous devons avoir et à quel point ils sont importants. Et puis, troisième enjeu, et je m'arrêterai là, la conviction également forte qu'effectivement, il ne peut pas y avoir de solution qui soit prise en silo par les acteurs,
et que nous devons vraiment avoir des dynamiques communes et partagées sur ces sujets-là. Et ça a bien aussi été, je pense, le grand succès des espaces, notamment Génération Nature, sur le congrès de l'UICN, qui effectivement, comme le disait Didier Réau, ont témoigné d'un foisonnement de solutions qui sont coportées par des acteurs aussi bien issus de la société civile, du monde de l'entreprise, mais aussi des collectivités locales. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. On donnera la parole peut-être ensuite. On va finir avec Claire Martin, qui est la directrice développement durable du groupe CMA-CGM. Merci d'être avec nous. Bravo à Rodolphe Saadé qui vient d'être élu entrepreneur de l'année en France cette semaine. Je pense que les engagements, merci pour lui. Les engagements du groupe en matière de transition écologique n'y sont sans doute pas pour rien, mais vous allez nous expliquer ce que vous faites et d'abord peut-être commencer par votre présence au congrès mondial de la nature. Vous étiez ici en force. En quoi ça consistait? Quel bilan vous en tirez d'abord? Alors, bonjour à toutes et à tous et merci de cette invitation. C'est vrai que c'est bien de prendre le temps, quelques semaines après un événement, pour revenir dessus. Premier point, le groupe CMA-CGM, entreprise née à Marseille, fière d'être marseillaise, d'avoir son siège à Marseille, bien sûr, est très heureuse d'avoir participé à cet événement et qui constitue une première pour la ville, pour la France, et aussi une première du coup pour l'entreprise, parce que d'avoir ce congrès sur le territoire a permis vraiment de connecter d'une part les salariés, l'entreprise au congrès lui-même, mais du coup à cette thématique de la biodiversité qui est dans la feuille de route environnement de CMA-CGM, mais je dirais que grâce au congrès, elle prend maintenant cette thématique de la biodiversité toute sa place, vraiment, dans la stratégie environnement de CMA-CGM, qui bien sûr a deux grandes jambes. La première jambe, c'est les enjeux du climat et donc de réduire l'empreinte carbone de toutes nos activités. Et ça n'est pas une mince affaire, j'y reviendrai. Et deuxièmement, travailler sur la biodiversité qui semblait moins évident au départ. Et grâce au congrès, il y a vraiment cette compréhension, ça a déjà été dit par les uns et les autres, maintenant on comprend cette connexion intime qu'il y a entre les enjeux du climat et ceux de la biodiversité, qui étaient peut-être traités un peu chacun dans son couloir et qui sont reconnectés. Et c'est important pour les entreprises aussi de se rendre compte que même si les enjeux de biodiversité peuvent à première vue leur paraître un peu plus éloignés de ce sur quoi elles ont des capacités d'agir, parce que vous savez, les entreprises, c'est des endroits où on crée des solutions, des produits, des solutions pour l'action. Et donc, à première vue, la biodiversité, ça peut paraître un peu plus éloigné, et en fait, là, on a vraiment réussi à le reconnecter. Très concrètement, on avait un stand pour avoir une présence physique qui a permis d'expliquer ce que fait le groupe sur ces sujets-là, et puis tout simplement de parler avec les Marseillais et l'ensemble des congressistes qui ont visité le site. Ça, c'est très concret. Deuxièmement, ça nous a permis aussi d'inviter des collaborateurs, mais tout à coup à participer, à visiter le congrès, à écouter un certain nombre de conférences, à découvrir le foisonnement des initiatives. Et c'était toute la richesse de ce congrès. Les retours de nos collaborateurs sont extrêmement positifs et souvent ça a été une grande découverte pour eux, et aussi une fierté que le groupe s'occupe de ces sujets, et de manière très concrète avec des solutions dont je vais vous parler. Et puis, on a eu aussi la possibilité de prendre la parole là aussi pour dire notre conviction d'abord que le rôle des entreprises va au-delà du business, mais doit avoir un impact dans la société et qui peut se traduire par des choses très concrètes sur y compris ces sujets de biodiversité. Le troisième élément, c'est que au-delà de cette connexion climat-biodiversité, c'est que on a pu du coup suivre les travaux
et mesurer des avancées sur des sujets auxquels le groupe est très attaché. Quand on est un transporteur maritime, on opère sur les océans. Et donc, la proximité de nos navigants, des marins, mais de l'ensemble en fait des collaborateurs de l'entreprise avec ce milieu marin, ces océans, elle est très forte. Et de réaliser que nous avons un impact sur ce milieu. Nous avons aussi, à travers nos activités de logistique, un impact sur le milieu terrestre. Mais nous avons un impact. Comment le mesure-t-on, cet impact? Comment le comprend-on? Comment l'analyse-t-on? Ça n'est pas évident, mais c'est un travail que l'on a à faire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on en a profité pour annoncer l'engagement du groupe avec le label Green Marine Europe, qui nous permet d'être dotés d'une méthodologie rigoureuse pour analyser précisément dans tous les compartiments de l'activité notre impact d'une part, donc cet enjeu de mesure, et ensuite quel plan d'action mettre en place pour réduire tous ces impacts. Ça peut être sur la faune marine, on a beaucoup parlé des mammifères marins, on a un certain nombre d'actions extrêmement concrètes sur ce sujet pour mettre en place des outils de détection de la présence des mammifères marins. On fait ça aux États-Unis, sur la côte Est, sur la côte Ouest, dans la base de Santa Barbara par exemple. On fait ça aussi dans les Antilles françaises. Donc soit des moyens technologiques de détection et dans ces zones qui sont clairement identifiées, on donne ordre au commandant de réduire la vitesse des navires parce que du coup, on réduit les collisions et on a mesuré véritablement l'impact très positif de ce type de mesures. On a aussi des moyens de détection et de partage, détection par les navigants eux-mêmes et de partage de ces informations avec les autres navires de toutes sortes qui traversent un certain nombre de zones. Donc, on a pu faire état de cela et rencontrer un certain nombre de scientifiques qui travaillent sur ces sujets-là, qui nous ont d'ailleurs, on a découvert des nouvelles approches possibles de ce point de vue-là. On travaille aussi beaucoup sur… Ensuite, le troisième enjeu, c'est, et au-delà de réduire nos impacts, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une action plus positive encore en protection et en restauration de biodiversité? Et donc, on lance des programmes, par exemple, de restauration de coraux, et je vais y revenir dans la deuxième partie. Comme Monsieur Didier Réau est présent parmi nous, je dois mentionner le partenariat avec le Parc national des Calanques. Donc, CMA-CGM est un partenaire du Parc national des Calanques. On a démarré cette année, donc c'était l'occasion aussi d'échanger dans le cadre de ce congrès. Et c'est frappant de voir qu'on a, après le congrès, envie de faire encore plus, notamment avec le parc et au-delà du parc, parce qu'il n'y a pas que Marseille et la Méditerranée, de travailler vraiment à un programme de fond sur les aires marines protégées qui, pour un certain nombre d'entre elles, sont traversées par nos navires et que donc c'est un programme que l'on va lancer, là encore, en travaillant avec des scientifiques. Donc voilà en quelques mots l'enthousiasme qu'a créé ce congrès dans les équipes. Merci. Peut-être un mot sur la compensation, parce que c'est un engagement fort qui n'est pas très connu, mais allez-y, expliquez-nous. Alors, le groupe, dès le départ, dès l'idée de s'associer au congrès, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment de concret, de massif, de déterminant. Et on a choisi de dire au ministère de la Transition énergétique qui organisait le congrès, eh bien, nous, on veut prendre en charge la compensation à 100% des émissions du congrès. On vient d'avoir le bilan des émissions qui s'élèvent à 6414 tonnes en équivalent CO2. Ça, c'est les émissions. Alors, c'est bien en dessous de ce qui était au départ prévu. Mais nous, on reste sur notre engagement à 100% pour compenser et on est en train de finaliser la sélection des projets que l'on finance
Donc, c'est notre contribution à cet événement. Alors, on a donc repéré un projet dans l'Hérault de restauration, de reforestation, je dirais rigoureuse et correctement encadrée après des incendies dans l'Hérault. On a un projet de restauration de mangroves en Birmanie, parce qu'on ne veut pas être que en France, et un autre projet probablement en Afrique. Alors, à chaque fois, c'est soit restauration de puits de carbone, soit contribution à des projets d'énergie, de transition d'énergie carbonée vers des énergies renouvelables. Ça va finalement, ce sujet de compensation, ça fait partie des produits que CMA-CGM propose à ses clients également, puisqu'on a développé une gamme de produits on va dire, labellisés bas carbone, où on propose à nos clients soit des transports de leurs marchandises sur nos navires dual fuel. Donc, dual fuel, ça veut dire qu'ils peuvent aujourd'hui être propulsés au gaz naturel liquéfié, bon, qui reste une énergie fossile, mais qui pour nous, on considère que c'est une solution de transition. D'autant que ces navires, on peut aussi y souter des biocarburants, des biogaz liquéfiés, et qui, eux, représentent un vrai bénéfice en réduction d'empreinte carbone. Et bientôt, et c'est d'ailleurs le sens de notre engagement d'un partenariat signé depuis l'UICN avec Engie pour produire des méthanes de synthèse, qui sont, eux, zéro émission. Donc, on offre ces produits-là, mais on offre aussi, lorsque les clients le souhaitent, des projets de compensation. Et donc, finalement, à travers, on coche un peu plusieurs cases en compensant les émissions carbone de l'événement, qui était d'ailleurs une première pour CMA-CGM. Les équipes apprennent aussi à manipuler ces produits, elles apprennent auprès des experts, et on s'est dit, tiens, on en fait aussi des produits qu'on va pouvoir proposer à nos clients. D'autres projets de compensation, j'entends. C'est vrai, c'est ce que ça serait en conclusion, j'ai envie de dire que l'inscription de CMA-CGM dans ce congrès s'inscrit complètement dans la trajectoire de décarbonation de l'entreprise. On a pris l'engagement d'être net zéro en 2050. Donc, c'est l'initiative de la Race to Zero du Global Compact. Et d'ailleurs, ça a justifié que le groupe soit là aussi pour la première fois à la conférence de Glasgow, à la COP26. Et comme le disait Maud Lelièvre, j'ai effectivement suivi les conférences qui montrent comment cette articulation entre les enjeux du climat et les enjeux de la biodiversité sont de mieux en mieux compris et sont actés finalement par un groupe comme CMA-CGM. Merci, c'est très intéressant. Je suppose que ça nécessite aussi des moyens nouveaux chez vous de mobilisation d'équipes, d'ingénierie pour administrer tous ces projets. Mais bon, ça doit sans doute venir dans le temps. Je suppose aussi qu'il y a beaucoup de propositions. Je vois que Christine Just est prête à faire des propositions et que beaucoup dans la salle… Alors, en effet, ça mobilise des moyens, de l'expertise, des moyens financiers, des moyens au sens ressources humaines également. En tout cas, c'est fascinant de voir l'enthousiasme, encore une fois, dans les équipes. Ces transformations vont impacter absolument tous les métiers du groupe et vont nécessiter de grands plans de formation à toutes ces dimensions, encore une fois, qui étaient relativement éloignés des préoccupations quotidiennes du business des gens. Et je trouve que c'est intéressant de réintroduire ces dimensions-là. Nos salariés en ont besoin, nos partenaires ont des attentes également et nous interrogent de plus en plus, que ce soit d'ailleurs des partenaires financiers, banques, des investisseurs ou nos clients ou nos fournisseurs. Vous mentionniez effectivement Rodolphe Saadé, homme de l'année pour EY.
lors de la cérémonie, il a été mis en avant justement cet engagement à la fois d'un leader qui manage avec énormément de brio et de succès, effectivement une entreprise en très forte croissance en plus, mais également acteur mondial de la globalisation qui est conscient de cette position-là et conscient qu'il doit prendre des initiatives, apporter des solutions concrètes qui d'ailleurs peuvent avoir aussi un impact d'entraînement pour le reste du secteur. Quand je mentionnais le groupe pour la première fois à la COP26, c'est aussi, figurez-vous, la première fois que le secteur du transport maritime était présent dans une COP. Il faut attendre la 26e et on a participé à une journée de travaux pour arriver à un certain nombre d'éléments proposés par le secteur du shipping, du transport maritime, pardon, aux négociateurs de la COP. Donc, on a aussi cette responsabilité d'une certaine manière quand on est un leader dans un secteur, voilà, d'engager le reste de nos collègues et parfois concurrents dans cette trajectoire. On y est très, très attaché. Rodolphe Saadé y est très, très attaché. Merci beaucoup. Je crois que vous devez nous quitter à 12h15. Donc, s'il y avait des questions concernant justement votre stratégie, n'hésitez pas avant votre départ à poser des questions, soit dans la fenêtre de chat, soit s'il y a des réactions des autres intervenants avant de passer la parole à la salle. N'hésitez pas. Avec plaisir. Merci beaucoup. Oui, alors Jean-François, il y avait Maxime du Colombier qui souhaitait intervenir. Donc, on va lui donner la parole, Maxime du Colombier, donc cofondateur de Synchronicity, qui tenait le stand de Waste Weekend sur les espaces Génération Nature. Maxime, je vous donne la parole. Julie, une petite seconde, Julie, excuse-moi, comme tu as proposé éventuellement une petite intervention avant que Maxime n'intervienne pour Madame Martin. D'abord, j'espère qu'elle a noté que je suis prête à la rencontrer, ça c'est sûr, avec des projets marseillais ou en région, bien évidemment, ou même à l'international, parce qu'à la COP26, il y avait beaucoup d'ONG qui portent des projets sur la préservation des fonds marins ou des fisheries, enfin, je cherche le mot, enfin, bon, des pêcheries, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et surtout, je voulais saluer le projet de CMA-CGM, puisque, comme je l'ai dit, la ville va candidater à l'appel à projet sans billet carboné. Et nous avons déjà commencé à rencontrer CMA-CGM qui nous propose des choses très intéressantes, notamment dans la décarbonation du transport maritime, avec la montée en puissance de l'hydrogène. Et quelque part, tout ça, ça participe à la préservation de la biodiversité, parce que, évidemment, je parle d'hydrogène vert. C'est bien le projet qu'a CMA-CGM. Donc, je voulais juste dire que voilà, il y a plein de choses qui vont se passer avec beaucoup d'acteurs citoyens, économiques, et la ville entend travailler avec tout le monde. Avec plaisir, je découvre effectivement votre message. Je n'ai pas pu me rendre à la réunion parce que j'ai dû monter à Paris ce jour-là, mais je serai là à la prochaine parce qu'effectivement, on a beaucoup d'idées. J'ai parlé de l'attachement de CMA-CGM au territoire, qui le mérite, ce territoire qui le mérite. Et en effet, il y a des idées, on a des idées. J'ai pas mentionné d'ailleurs le challenge Smartport, et que l'on va mener d'ailleurs avec une ONG qui est Synchronicity, que j'ai rencontrée pour la première fois grâce au congrès du lycéen, en fait, pour ce qui me concerne, mais je suis dans le groupe depuis peu de temps également, et sur Marseille depuis peu de temps. Mais vous voyez, je n'ai pas mentionné ça, mais un congrès comme celui-ci, c'est bien sûr, on le dit tout le temps, c'est l'occasion de faire des rencontres qui aboutissent, vous voyez, en quelques semaines à un projet. Et là, en l'occurrence, ce projet de Smartport devrait permettre de développer une unité un peu expérimentale de production de biométhane sur le port de Marseille-Fos. Donc, ça, finalement, cette transition dont on parle, elle est pas seulement… alors, elle porte une vision, 2050 net zéro, mais sur ces 30 ans, il va falloir mettre en place des projets. Aujourd'hui, les technologies ne sont pas matures, donc il faut qu'on expérimente, qu'on teste,
en coopération avec des acteurs publics, privés, ONG, fournisseurs d'énergie. C'est absolument indispensable. On ne fera pas cette transition seul. Et c'est ça aussi qui est enthousiasmant, c'est de créer ces collectifs, de créer ces coalitions avec des recherches d'impact. On n'a pas encore prononcé le terme, mais finalement, c'est ça qui drive, en tout cas, ce que je propose au groupe CMA-CGM, c'est à chaque initiative qui m'est proposée, quel est l'impact, comment on le mesure, parce qu'on doit aussi rendre compte, et pas seulement de manière bureaucratique, rendre compte de l'effet de ce que l'on produit sur un territoire donné et à l'échelle plus globale. Donc, on se verra. Merci. Merci. On est content quand on crée du lien, parce que Gomet, c'est le média métropolitain qui crée du lien. Je souligne que Maud Lelièvre et Didier Réau vont également bientôt nous quitter. Voilà, s'il y a des questions rapides, à moins que vous n'ayez pas le temps. Ou si eux-mêmes veulent dire un mot de conclusion, oui, voilà. Ou un mot de... Ah, Madame Lelièvre. Maud Lelièvre. Sans griller la politesse à qui que ce soit, moi j'ai une proposition à vous faire, puisque nous faisons le choix au sein du comité français de pouvoir faire des bilans de façon régulière. C'est peut-être de revenir dans 1 ou 2 ans. L'année prochaine va être un tout petit peu chargée avec toutes les réunions internationales, mais peut-être dans 2 ans après le congrès, de se dire qu'on prendra un temps à Marseille pour faire finalement le bilan, l'état des lieux. Voilà, donc c'est une piste lancée aux collectivités, mais on aurait plaisir à revenir et de se dire 2 ans après où en est-on, comment avons-nous fait bouger les choses, et on reviendrait avec plaisir à Marseille pour parler de tout ça, même si je suis sûre que je reviendrai avec plaisir avant pour des raisons personnelles. La proposition est bien notée en tous les cas, on reviendra là-dessus aussi. Merci Maud Lelièvre. Je donne la parole à Didier Réau aussi, un mot avant qu'il nous quitte, notamment peut-être sur le partenariat évoqué avec CMA-CGM. Très rapidement, oui, d'accord. D'abord pour remercier CMA-CGM parce que c'est un acteur fort du territoire et un des plus costauds sur ce territoire, et donc qu'il s'engage sur la biodiversité dans un objet monde comme le parc national des Calanques, c'est un acteur majeur. Et en plus, je dois dire que j'ai été particulièrement satisfait de voir que dans ce congrès, et à l'occasion de ce congrès, la Posidonie est devenue une superstar. D'abord parce qu'elle le mérite, vu les services qu'elle rend à la biodiversité. C'est une nurserie, c'est aussi un poumon, et c'est aussi un puits de carbone extrêmement puissant et important, puisque un hectare de Posidonie, ça capte 7 fois plus de carbone qu'une forêt tempérée et 5 fois plus qu'une forêt tropicale. Et que le président de la République en fasse un argument, j'allais dire majeur et même massu de son argumentation, a été, je pense, un outil extrêmement important. Un autre outil, pour être plus sérieux, et je terminerai là-dessus, c'est les conventions que nous avons avec l'IUCN, le comité français, qui nous permet, nous, collectivités, en tout cas la collectivité que je représente ici, le département, de progresser dans nos méthodes et dans nos processus de décision sur la protection de la nature et le développement de la biodiversité. C'est un vrai travail de temps long et qui nous permet de manager et de challenger plutôt nos équipes et de manager différemment nos politiques publiques. Et je tenais à le souligner parce que c'est un vrai plus pour nous. Voilà. En tout cas, merci à tous de vos engagements sur ces questions de nature et de biodiversité. Au Parc national, on aura encore plein d'idées à vous proposer. Merci. Merci Didier Réau. Et à bientôt. À bientôt. Alors bientôt. Maxime Ducoulombier veut prendre la parole et nous met tout de suite le cap sur les JO 2024. Effectivement, avant ça, je mets le cap sur le Smartport parce que vous êtes actuellement en direct de Cage pour le dernier round de présentation des projets Smartport. Et notamment celui de la CMA-CGM qui doit être présenté d'ailleurs par mon binôme en bas actuellement, donc je suis avec vous avec plaisir. Et Farid Trad arrive d'ailleurs tout à l'heure, c'est lui qui a piloté effectivement ce projet, ou comment est-ce qu'on a réussi à transformer la biomasse de notre territoire pour faire de Fos le premier port européen d'avitaillement de GNL, mais surtout de bio-GNL. Je vous en dis pas trop, je vous invite à venir à la CCI nous rejoindre le 30 novembre avec ce projet-là et plein d'autres, 9 en tout,
extrêmement passionnant et intéressant. Et finalement, ce Smart Port, on le voit de plus en plus impliqué sur ces questions d'environnement et de biodiversité. Donc, rendez-vous le 30 novembre, ce sera la prochaine étape. Peut-être que Maud Lièvre pourra venir du coup plus vite qu'elle ne le pensait, parce que c'est dans 10 jours. Donc, effectivement, pour en revenir sur le Congrès mondial de la nature, on a eu la chance, nous, via l'équipe du ministère et du formidable travail que Marjorie Agobian, je tenais à le souligner ici, a réalisé pour fédérer. Oh, je la vois, elle est cachée parce qu'elle ne met pas sa caméra, mais je vois son nom. Voilà tout le travail. Nous, la mission, bonjour Marjorie, la mission qui nous avait été confiée était par le ministère l'impact des déchets sur la biodiversité et surtout de parler de solutions. Comme ceux qui me connaissent le savent, je suis plutôt un homme de projet et les projets se créent et s'accélèrent à partir du moment où on travaille en coopération. Et donc, typiquement, ce Smart Port était un exemple d'ailleurs de coopération entre un gros groupe mondial, un des leaders, et puis des acteurs du territoire. Et c'est ces coopérations d'acteurs de taille diverse en fait, qui permettent de pouvoir mettre en œuvre rapidement, bien plus vite que vous ne le pensez, des projets très concrets sur la décarbonation, par exemple, de la CMA ou sur comment les biodéchets des croisiéristes vont être transformés en énergie in situ sur le port. On parle des biodéchets maintenant, mais on parlera bien d'autres choses derrière. Donc, sur Waste Weekend, notre objectif, c'était de rassembler du coup au sein des EGN, elles-mêmes, cet espace EGN qui était au cœur finalement du congrès, comment est-ce qu'on remet le public. Et c'était la première fois, et c'est, je pense, en grande partie, en tout cas, ça a dû jouer en faveur de Marseille sur la réception et la France, du dossier français, du dossier marseillais, pardon, de la réception, c'est comment est-ce qu'on met les acteurs, les individus au cœur de ces questions de transition. Et sur le stand, donc Waste Weekend, qui rassemblait aussi bien des acteurs économiques et scientifiques, qui rassemblait les citoyens et des assos, qui rassemblait aussi beaucoup de solutions. Et nous, on mesure souvent nos impacts à la création de coopérations. Je ne peux pas toutes les dévoiler là, mais il y a beaucoup d'interactions qui ont été générées et des projets extrêmement concrets sur des grands groupes, par exemple le groupe Boulanger qui, à travers une techno, va permettre de mettre à disposition des associations, des piles qui auront été rechargées alors que, paradoxalement, on pensait qu'elles ne le pourraient pas. C'est qu'un projet parmi d'autres, mais voilà, clairement, pour moi, effectivement, ce congrès mondial de la nature est une étape. D'ailleurs, le ministère le marquait bien, c'était comment est-ce qu'on marque une empreinte positive un territoire. On n'en est plus malheureusement à juste venir faire quelque chose et de ne pas laisser de traces. Notre monde est tellement dégradé qu'on doit maintenant laisser une trace positive. Donc, on parle de régénération et non pas juste de ne plus laisser de traces. Et donc, évidemment, première étape, beaucoup d'interactions. Et puis, j'ai cité tout à l'heure les JO 2024 parce qu'on a appris de ce congrès mondial et on va reproduire, dupliquer ce qui a été appris là pour lui donner de l'ampleur. Super, on va suivre ça aussi, ça a l'air très intéressant. Vous nous donnez envie de continuer. Merci pour tout ce que vous faites à Marseille. Caroline Orgebin, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, juste très rapidement, en rebond à ce que disaient Claire et Maxime. Effectivement, on voit bien dans cet après-congrès qu'on est face aujourd'hui à un constat qui est clair, à des impacts qui sont connus. Maintenant, le temps est à l'action et pour ce faire, il y a sans doute deux démarches ou deux outils qui peuvent être intéressants. Claire le citait, la question de notre capacité à rendre compte de l'impact de nos activités est essentielle pour ce qui concerne les opérateurs économiques, avec la difficulté aujourd'hui qu'on n'a pas encore de métrique parfaite en matière de biodiversité, vu la complexité du sujet. Pour autant, il y a différentes initiatives qui existent. Alors, sur le milieu terrestre, on a le Global Biodiversity Score, qui aujourd'hui est en train de se constituer comme étant un peu une métrique commune et partagée, qui est notamment développée par la CDC Biodiversité. Et puis, on dispose aussi d'un certain nombre de référentiels. Claire en citait un sur la partie maritime, mais aussi sur la préservation de l'océan de manière plus générale. Par exemple, on a le référentiel qui a été mis en place par la Fondation de la mer pour le compte du ministère de la Transition écologique et solidaire, qui s'appelle le référentiel Ocean Approved, qui fait aujourd'hui l'objet d'un label et qui permet effectivement à un certain nombre d'acteurs économiques de pouvoir rendre compte, évaluer leurs impacts via un certain nombre d'indicateurs
dont notamment d'ailleurs l'impact des activités sur la trame noire qu'évoquait Christine Just tout à l'heure. Et puis enfin, je pense qu'on a aussi, on est face à un défi, mais aussi à une opportunité. On a vu que dans la déclaration de Marseille, la relance verte et la relance post-Covid doit également s'appuyer sur les solutions favorables à la biodiversité et à la nature. Et de ce point de vue-là, on a des initiatives, par exemple, comme la taxonomie européenne, qui sont en train d'être déployées avec deux objectifs qui auront trait finalement à la préservation du capital naturel et de la biodiversité, puisque les objectifs 3 qui ont trait à l'usage responsable et à la préservation des ressources marines et hydriques, et l'objectif 6 qui a trait à la protection des écosystèmes marins, vont finalement flécher les investissements, notamment des grands fonds d'investissement ou des banques, vers des projets ayant une contribution positive à ces sujets-là. Donc, on est aussi à un point sans doute de bascule vis-à-vis d'une finance durable qui va de plus en plus s'orienter vers une prise en compte des impacts liés à la préservation de la biodiversité et de ce point de vue-là également à l'adaptation et à la lutte contre le changement climatique. Donc aussi à nous de savoir orienter nos modèles économiques vers ce type de projet pour pouvoir bénéficier de ces fonds. Oui, et tout ça fait aussi écho aux déclarations notamment de Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, justement au Congrès mondial de la nature, celle d'Emmanuel Macron aussi, qui demandait instamment à ce qu'il y ait justement des indicateurs de suivi, de mesures, et que la France pouvait apporter justement une contribution majeure. Donc, tant mieux si le Congrès de la nature de Marseille a apporté cette stimulation. Pardon, et je suis sûr que le Smart Challenge de Marseille peut être un des contributeurs à cette réflexion. Là, je pose ça devant Maxime et Claire Martin et tous les acteurs, mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur la data pour effectivement plus objectiver les mesures. Alors, on va donner maintenant la parole. Oui, Claire Martin. Je vais simplement vous saluer, vous remercier de l'invitation. Donc, ravie de cette dynamique positive. Et puis, j'ai noté 2 rendez-vous, le 30 novembre. Hein. J'espère que Maxime va m'inviter. Et puis, dans 2 ans, alors. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Julie, on donne la parole à la tour du Vala, c'est ça? Alors, je crois que d'abord, Christelle Capitaine, directrice de l'antenne Sud d'Entrepreneurs pour la Planète, voulait intervenir. Oui. Christelle, oui, bonjour à tous. Merci bonjour. De nous avoir invités donc, sur ce talk. Donc, je suis Christelle Capitaine, directrice de la région Sud pour Entrepreneurs pour la Planète. Et Entrepreneurs pour la Planète, c'est une association donc, reconnue d'intérêt général qui a été créée à Marseille il y a 2 ans et qui maintenant se déploie au niveau national puisqu'on est aussi présent en Auvergne-Rhône-Alpes, en Île-de-France, en Bretagne et Pays de Loire. Et on vient juste d'ouvrir en fait l'antenne Bretagne et Pays de Loire. Et l'objectif en fait de l'association, c'est de mettre en relation des porteurs de projets environnementaux avec des chefs d'entreprise sur le thème en fait via le mécénat de compétences. Et quel est l'objectif en fait de cette collaboration? C'est permettre aux porteurs de projets de pouvoir bénéficier du savoir-faire entrepreneurial du chef d'entreprise et permettre également à ce chef d'entreprise d'éveiller sa conscience environnementale et de commencer à engager sa propre transition écologique. Donc, clairement, c'est une collaboration qui est vraiment vertueuse et win-win. Et quelque part, on arrive à faire dialoguer les mondes de l'économie et de l'écologie en créant des opportunités de business durable. Alors, pour revenir sur l'IUCN, nous, en fait, cet événement était un formidable tremplin pour notre association et pour crédibiliser nos missions de sensibilisation et d'éveil à la conscience environnementale, puisqu'on a pu, bien évidemment, pendant ce salon, être présent pendant 4 jours sur notre stand qui était au sein d'un espace de travail dit ruche, où nous étions présents et où nous étions là avec aussi nos porteurs de projets, puisque aujourd'hui, sur la plateforme numérique créée par Entrepreneurs pour la Planète, nous avons plus de 300 projets, donc des projets environnementaux à impact positif sur l'environnement. On a pu aussi organiser donc, des tables rondes, notamment des tables rondes sur le mécénat de compétences et aussi une table ronde sur un de nos binômes emblématiques
qui est celui de Interxion et du parc des Calanques. Tout à l'heure, Didier Réau parlait de l'importance de la posidonie et de la richesse en fait, de cet herbier marin. Il faut savoir que Interxion, qui est leader mondial des data centers, est aujourd'hui le mentor du parc des Calanques et notamment travaille avec lui sur la mise en place d'une méthodologie qui va être labellisée par le ministère de la Transition écologique et qui va permettre en fait, de créer un label bas carbone pour la protection des posidonies. Et si ce label de bas carbone est validé, comme on pense qu'il le sera en janvier 2022, c'est un produit qui pourra être proposé à l'ensemble de la Méditerranée. Et donc, on pourra faire de la compensation carbone sur la Posidonie au travers de ce label bas carbone sur toute la Méditerranée et pour toutes les entreprises qui souhaiteront le faire. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Et puis, l'UICN aussi, ça nous a permis de rencontrer à peu près, je crois qu'on a eu plus de 600 contacts qualifiés. On a eu des relations institutionnelles de premier plan, notamment avec Bérangère Abba, Benoît Payan, Maud Lelièvre, qui est encore là, Pierre Dubreuil de l'OFB, enfin Florence Fayol-Frémont, qui est directrice de la communication du ministère de la Transition écologique. Enfin, beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont présentes dans notre action aussi. On a eu de nombreux articles dans la presse locale et nationale. Et clairement, pour nous, cet événement du Congrès mondial de la nature nous a permis de renforcer notre déploiement, d'être présents maintenant sur tout le territoire et d'avoir de nombreux porteurs de projets qui viennent nous voir pour qu'on puisse leur trouver des mentors, de nombreux mentors qui viennent nous voir pour pouvoir adopter des projets. Et puis, depuis, nous avons adhéré aussi à des mouvements nationaux comme le 1% pour la planète, le mouvement Impact France. Enfin bref, aujourd'hui, c'est vrai que l'IUCN, ça a été vraiment un vrai tremplin pour notre association. Et on a eu aussi, pendant l'IUCN, un temps fort qui a été une soirée que nous avons organisée en partenariat avec la Tour du Valat, et notamment une soirée qui a permis de montrer toute la contribution des entreprises auprès des espaces naturels protégés et comment aujourd'hui elles peuvent aider ces espaces protégés à trouver peut-être de nouveaux business models et de nouvelles ressources pour leur protection. Et donc aussi, cette soirée a permis de sensibiliser à peu près 200 chefs d'entreprise sur tout ce qui est en jeu autour de ces territoires importants, et notamment celui des zones humides, ce qui me permet maintenant de passer la parole à Jean-Jacques Bravet, qui va vous expliquer en fait ce qu'il fait sur la Tour du Valat et sur l'importance de la préservation des zones humides, notamment que sont la Camargue. Et il va aussi vous parler rapidement d'un projet qu'il développe avec un de nos mentors aussi, qui est Lucille Demalé de chez Cushman et Wakefield. Voilà. Donc, Jean-Jacques, c'est à toi. Merci beaucoup. Vous avez fait le travail de transition, c'est super. Merci. On enchaîne tout de suite alors avec la Tour du Valat. Si la Tour du Valat est là. Oui Jean-Jacques. Oui, on ne vous entend pas. Oui, le micro est coupé. Alors, attendez, je vais l'ouvrir. Vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour. Oui. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci à Christelle de m'avoir passé la parole. Donc, en fait, pour nous, le congrès mondial de l'UICN, bien sûr, était une opportunité qu'on attend déjà depuis longtemps, puisqu'il a été reporté. Et nous sommes un acteur environnemental important à l'échelle du bassin méditerranéen. On est un centre de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes. Et nous sommes une fondation reconnue d'utilité publique et on a été créé par un acteur économique, Luc Hoffman, qui est l'héritier des laboratoires Roche. Donc, on est déjà au cœur du lien entre activité économique et protection de l'environnement très concrète. Donc, c'est vrai que la démarche d'entrepreneurs pour la planète nous intéresse depuis les débuts, puisqu'on a fait partie de ce qu'on appelait les bêta-testeurs. Et donc, on a été parmi les premiers à proposer des projets environnementaux, notamment un autour de l'agroécologie, puisqu'on a un domaine sur lequel on développe un site vitrine en agroécologie en Camargue et qui repose principalement sur une viticulture un peu innovante, qui vise à protéger la biodiversité, bien sûr, puisque c'est notre cœur de métier. Et ce projet a été accompagné par un mentor qui nous a été présenté par Entrepreneurs pour la planète,
donc Lucille de Mallet du cabinet Cushman et Wakefield. Et voilà, donc on a collaboré depuis plusieurs années sur ce projet. Et donc, ce qu'on a eu envie de faire au moment du congrès UICN, donc c'est vrai que nous, on connaît très bien les acteurs publics et politiques de notre secteur d'activité, que ce soit le ministère, l'Office français de la biodiversité, la région, Monsieur Réau, etc., l'agence de l'eau, qui est un acteur important aussi de la protection de l'environnement, notamment dans tout ce qui est lié à l'eau, et le groupe Suez en sait quelque chose. Mais ce qui nous a intéressés dans ce congrès, c'est la présence des entreprises, parce que pour nous, c'était assez nouveau de pouvoir, en tant qu'acteur ONG de l'environnement, rencontrer des entreprises qui ont manifesté à ce point de s'engager aux côtés des acteurs de l'environnement. Donc c'est vrai qu'on sent que c'est un mouvement qui monte en puissance, mais ça a besoin d'être dynamisé. C'est pour ça qu'on soutient à ce point l'action de Entrepreneurs pour la planète, qui vise à faire en sorte que les porteurs de projets environnementaux et les acteurs économiques, et de l'entreprise en particulier, puissent se rencontrer. Et donc, on a décidé d'organiser ensemble cet événement, de manière à apporter à la fois du contenu technique et scientifique sur notre domaine de prédilection, que sont les zones humides méditerranéennes, et puis Entrepreneurs pour la planète nous a apporté sa connaissance du monde de l'économie. Et je pense qu'on a pu réussir, grâce à ça, un événement qui a eu une certaine portée pour nous, puisqu'on a pu présenter vraiment le fond de nos activités à des acteurs économiques qui, je pense, n'avaient pas forcément une connaissance très élevée de l'importance des zones humides à l'échelle planétaire. Donc voilà toute la satisfaction qu'on a tirée de ce congrès de l'UICN. Juste une dernière petite précision, donc Luc, notre fondateur, a été un des fondateurs aussi de l'UICN, et il en a au niveau international, et il en a été le vice-président pendant quelques années. Merci pour ces précisions. Peut-être si vous pouvez nous parler un petit peu des projets de la Tour du Valat pour l'avenir, peut-être des projets qui vous ont été inspirés pendant le congrès. Alors, oui, peut-être les prochaines étapes de la Tour du Valat, parce qu'effectivement, pour tout le monde ici, je pense qu'on connaît, au moins de réputation. Oui. C'est quoi votre feuille de route là? Notre feuille de route, c'est vraiment de faire le lien entre protection de la nature et activités économiques qui sont en lien avec tous ces impacts qu'elles peuvent avoir sur les zones humides. Donc, on travaille de plus en plus sur les liens avec l'agriculture. On vient de renforcer un département consacré à l'agroécologie. Et on est très présent, donc on avait invité un de nos, à la fois mécènes et partenaires économiques, donc on a monté un gros projet sur la Camargue qui vise à essayer de transformer un peu le modèle agroécologique camarguais, et donc on s'appuie sur un partenariat avec un pastier semoulier français qui est Alpina. Je pense que tout le monde connaît les pâtes Alpina, c'est le petit crozet de Savoie, et donc Alpina est persuadé que le blé dur de Camargue est le meilleur pour faire des pâtes, et donc en bio, bien sûr, et donc on essaye de booster cette filière à l'échelle de la Camargue. Et nous, ce qu'on apporte là-dedans, c'est on essaye de faire en sorte que les agriculteurs soient convaincus de l'intérêt de renforcer la biodiversité sur leurs exploitations. Donc ça, c'est un de nos projets phares du moment. Et puis, on essaye de dupliquer ce type de projet à l'échelle de l'ensemble du bassin méditerranéen. Et pour ça, on vise à monter des projets sur toutes les zones humides méditerranéennes, et il y en a dans tous les grands pays qui bordent le bassin méditerranéen. L'Égypte est entièrement construite sur une zone humide méditerranéenne, bien sûr, le Nil et son delta, mais c'est le cas aussi en Turquie, c'est le cas en Tunisie, en Algérie, au Maroc. Et donc, on monte des projets avec l'Agence française de développement. Donc, pour nous, c'est un nouvel acteur très, très important qui va faire le lien entre protection de la nature, biodiversité, changement climatique et développement économique, puisque l'Agence française du développement, c'est d'abord un acteur de développement économique, mais que le gouvernement a chargé de porter les dossiers de changement climatique et de protection de la biodiversité à l'échelle internationale.
Donc maintenant, voilà, ils vont faire, la plupart de leurs projets vont devoir intégrer une composante environnementale bien plus forte qu'avant. Et donc, du coup, ils s'engagent avec des acteurs comme nous et on va essayer de porter des projets de développement, de protection des zones humides méditerranéennes qui intégreront une composante développement économique. Génial, merci beaucoup, c'est passionnant. Important de notre activité. Ouais, on va suivre aussi, c'est passionnant. Merci, je voulais donner la parole à Olivier Réauvé-Lotti, il nous reste 2-3 minutes, qui était présent aussi à l'IUCN. Olivier dirige une société qui s'appelle Natural Solutions. Olivier, quel est ton bilan, toi, du Congrès mondial de la nature à Marseille? Pour nous, c'était une super opportunité parce que nous, donc, on est une société de services en informatique qui est spécialisée dans la gestion de données de biodiversité. Aujourd'hui, on travaille sur 3 grands axes qui sont l'axe de la restauration, l'axe de la reconnexion et l'axe de la protection des espaces naturels. Et on essaye, comme tu l'as dit précédemment, d'objectiver en fait les actions de restauration, les actions de protection, les actions de reconnexion grâce au digital, grâce au numérique. Pour nous, ça a été une super opportunité parce qu'en fait, on est une entreprise marseillaise installée depuis bientôt 15 ans ici et avoir un congrès mondial juste à notre porte, c'était assez formidable. J'étais assez bluffé aussi par la présence sur les espaces Génération de Nature d'autant de nos partenaires clients associatifs qui œuvrent pour la reconnexion à la nature. Et c'était assez agréable de les voir aussi mobilisés. On peut regretter quand même qu'il y ait eu relativement peu finalement d'enfants et de Marseillais présents, peut-être un déficit de com, je ne sais pas exactement pourquoi. Mais en tout cas, nous, ça nous a permis de nous élancer un tout petit peu plus encore à l'international avec la rencontre des Saoudiens, des Qataris, etc., de l'Oman, avec des partenariats qui sont en train de se nouer autour de la télédétection, l'usage de l'intelligence artificielle pour les pièges photos, la pose d'émetteurs, l'usage de l'intelligence artificielle pour l'analyse des comportements, enfin voilà. D'accord. J'en reste là parce que tous les autres étaient très longs. Merci Olivier, super. Vous savez manger. Juste, il y a quelques questions là, Mathieu Weiss. Désolé, on n'a pas laissé beaucoup de temps. Il fallait poser un peu avant les questions. Mais allez-y, on vous donne la parole. Dites-nous. Ok. Ouais, bonjour à tous. Bravo et merci à l'ensemble des intervenants. Merci surtout à Gomet pour nous permettre de continuer à échanger la dynamique sur cet enjeu prioritaire. Je ne sais pas comment dire. Enfin, voilà. Gros enjeu. Certains d'entre vous peut-être se souviennent de moi, j'étais à la CCI, à la Chambre de commerce, sur les questions de transition écologique. Je trouve que j'avais contribué à lancer des side events en marge du congrès pour mobiliser les acteurs économiques sur la biodive. Je vais avoir une question peut-être un peu taquine, mais bon, là on est entre nous, hein, on est tous convaincus et moteurs. Mais comment peut-on s'y prendre pour embarquer massivement les acteurs sur cet enjeu, que ce soit les entreprises, les acteurs du territoire, enfin je ne parle pas de la ville de Marseille, hein, qui est hyper motivée et leader, mais les acteurs territoriaux infra qui travaillent avec la ville, les citoyens également, et sous question, qui selon vous doit prendre le lead pour embarquer? Une question qui va être conclusive, mais voilà, peut-être nos intervenants peuvent prendre la parole pour terminer. C'est une vaste question. En tous les cas, je pense que le débat montre qu'il y a une multitude d'acteurs qui s'impliquent. Effectivement, qui doit prendre le lead? Est-ce que quelqu'un doit prendre le lead? Marjorie Agopian, on va peut-être lui donner la parole quand même, puisque c'est elle qui a mobilisé, qui a un bon ressenti de la mobilisation des acteurs, je pense, localement. Marjorie, on t'écoute. Ouais, merci. Et bonjour à tous. Merci à Gomet pour organiser ce rendez-vous. Et rapidement, encore un grand bravo à tous pour la mobilisation sans faille depuis 3 ans, presque pour certains depuis 4 ans, malgré le contexte sanitaire contraignant et les reports successifs. Toutes les filières professionnelles étaient là. Moi, je dirais que ce temps long a joué en notre faveur, en faveur de la mobilisation. Ça a donné du temps à certains pour nous rejoindre. Et bravo pour le supplément aussi biodiversité que vous avez réalisé, qui est vraiment très riche. Très riche. Et donc, j'invite tout le monde à en prendre connaissance. Je vais l'envoyer
si ce n'est pas déjà fait, côté ministère et côté UICN, c'est clair. D'accord. À la question de Mathieu Weiss, merci Mathieu pour la question. Mathieu qui était là au tout début aussi, hein, comme vous tous. Une suite, alors, on s'invite et moi j'invite tout le monde à continuer sur la dynamique et la suite. J'ai été mobilisée sur une suite justement et c'est vrai que les gens pensent que c'est légitime de continuer à fédérer tous ces acteurs publics et privés. Donc on veut s'appuyer sur moi et c'est ma volonté aussi. Donc, je vais faire des propositions à l'ensemble des acteurs publics et privés, d'après tout ce qui est arrivé à moi, comme piste. L'objectif, c'est d'élargir le cercle et continuer à travailler sur les solutions. Voilà, donc je suis là pour continuer et, en tant qu'acteur du territoire et à poursuivre la mobilisation et à fédérer. Voilà, on a la réponse. C'est Marjorie Agobian qui prend le lead, Mathieu. Alors, prendre le lead, pas forcément, mais comme j'ai été mobilisée sur certaines propositions de suite, je vous en ferai part et puis je pense qu'on peut continuer à construire tous ensemble. Ok, merci beaucoup Marjorie. Alors, si je peux me permettre, d'ailleurs, vous m'entendez, j'en suis ravi et d'ailleurs je précise que ma question n'était pas du tout, comme c'est parfois le cas, une question intéressée, parce que moi je ne suis plus à la Chambre de commerce, donc je n'ai pas vocation à porter ce sujet. Ouais, on a bien compris. Juste pour finir, merci à tous. Peut-être un mot de Caroline ou de Christine Just qui sont encore là, qui ont fait l'effort de rester pour terminer et puis après on vous souhaite… Rapidement Jean-François, d'abord merci à Gomet parce que bien évidemment tout ceci ça dépasse largement le cadre de la ville de Marseille, hein. C'est un enjeu. D'ailleurs, Marseille, moi, si je suis allée à la COP26, c'est parce qu'on est juste un petit acteur de ce qui se passe au niveau de la planète et que les collectivités locales comme la ville ont beaucoup à faire. Donc, je l'ai dit dans mon intervention, évidemment, travailler avec tous les acteurs, les habitants. Christine, on n'a plus votre image, hein, mais c'est pas grave, mais c'est sympa si vous êtes là. Voilà, excusez-moi. Ouais. Donc, j'ai travaillé avec tous les acteurs, c'est ce que j'ai dit longuement dans mon intervention, et bien évidemment avec les plus jeunes, hein, puisque on part de là. Mais je pense que la ville a montré là en 1 an et demi on travaille avec tous les acteurs associatifs, collectivités, acteurs économiques, la démonstration avec CMA CGM, et je vais le dire, qui va nous aider à être Marseille capitale européenne de la mer. Voilà. Ah oui. Ça aussi, c'est une très bonne nouvelle que j'espère, nous candidatons. Et je voudrais juste conclure en vous disant, je vous incite tous à regarder le numéro de Marseille, la revue Marseille, la biodiversité, un équilibre fragile, pour montrer encore une fois la volonté de Marseille de rester sur ces thématiques de la biodiversité. Merci Christine. Caroline, le mot de la fin. Oui, très rapidement, je pense qu'effectivement, comme ça a été dit, je ne pense pas qu'on puisse parler de lead. Après, cette coopération ou cette co-construction multi-acteurs, c'est sûr qu'elle est essentielle. On a tous des périmètres de responsabilité et d'influence qui convergent les uns avec les autres. Donc, très, très concrètement, effectivement, comme le dit Maxime, les opérateurs économiques ont bien évidemment un rôle fort en proposant des solutions qui contribuent concrètement à apporter des réponses aux enjeux des territoires sur lesquels elles sont présentes. Les territoires, bien évidemment, donnent le cadre d'action propice à la mise en place de ces solutions et la société civile vient faire émerger également des dynamiques d'innovation sociale qui permettent de mettre en corrélation ces différents sujets. Donc, je pense qu'effectivement, on a tous un rôle à jouer. Maintenant, comme on l'a dit, le temps est à l'action, le chemin est tracé, reste à mobiliser nos énergies en faveur de ce sujet, mais je n'en doute pas, en tout cas, sur le territoire de Marseille. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à Julie qui a co-animé avec moi le débat et qui a vraiment travaillé sur ce supplément que vous pouvez retrouver sur Gomet. Et puis, une petite pensée à Bernard Morel qui nous a quittés. C'est un fidèle de ces débats. Donc voilà, on pense à lui. À bientôt. Merci. Bonne journée. Merci à tous. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.